la veuve noire, l'amant diabolique, le couple diabolique, la femme fatale qui manipule, la veuve noire, hein, c'est en gros, ça veut dire tout ça, quoi. Hein. Moi, j'y crois pas. J'ai dit, c'est ma fille faire ça, c'est pas possible. Une gamine qui était, c'est illogique. C'est illogique. Alors, faut basculer carrément de l'autre côté. C'est pas possible. Aujourd'hui encore, au fond de lui-même, il n'y croit pas, cet homme, à ce qu'on dit de sa fille. Elle s'appelle Mélanie Fleury. Bien sûr, on l'a calomniée, malmenée, salie, mais les faits sont là. Il y a eu le procès, et Mélanie qui baissait la tête dans le box, et les jurés qui l'ont expédiée pour longtemps en prison. Alors il va la voir, elle pleure souvent. Il se souvient d'elle quand elle était petite. Il ne peut pas s'empêcher de la revoir autrefois. Autrefois, quand elle était simplement sa petite fille. Mélanie était très gentille, très mignonne, sans problème. Une petite fille normale. La petite fille joyeuse, toujours à vouloir s'amuser, jouer avec ses poupées à l'époque, bien s'habiller forcément, parce que c'est une petite fille, à se déguiser plus ou moins. Mélanie est une petite fille qui est... qu'on aimerait bien avoir à la maison parce qu'elle est coquette, elle se maquille, elle se met des bijoux, sa maman ne se maquille pas, du tout de sa vie elle ne s'est jamais maquillée, alors elle ne comprenait pas, il y a un conflit entre les deux. Une petite poupée, oui, très coquette. Ouais. À l'école, ça se passait très bien. Ouais. Toujours prête à répondre la première en classe, même si elle ne connaissait pas la question, enfin la réponse tout au moins. Mélanie était comme ça, une petite fille qui s'intéressait à tout. À l'école, ça se passait bien. Un petit peu cachotière sur des petits mensonges, sur des petites choses comme ça. À l'école, c'était ça. Elle faisait pas tout à fait toutes ses leçons, quoi. Quand elle faisait une bêtise, c'était souvent moi qui prenais. Parce que c'était la fille à papa. Un peu complice avec son père, forcément. Je sais pas, il paraît que ça se fait. Hein, que le père est plus complice avec sa fille que la maman. Que maman a grognait peut-être un petit peu plus. Peut-être un petit peu plus sévère. C'est normal. La maman, c'est ça. Après, comme dans tous les jeunes adolescentes, il y a eu les copains, hein, les petits copains, les machins, sans aucune grande vague. Et Mélanie a quitté la maison en même temps que son frère. C'est-à-dire que les deux sont partis à quelques semaines d'intervalle de la maison. C'est la vie. Il faut quitter la maison, les parents, devenir adulte à son tour. Mélanie se fait très vite embaucher comme poissonnière à l'Intermarché de l'Aigle, dans l'Orne. C'est là d'ailleurs qu'elle va rencontrer l'amour de sa vie. Il s'appelle Arnaud, il est boucher dans le même magasin. Originaire de l'Oise, il vient tout juste de s'installer dans la région. Nous sommes en 2005. Arnaud a 23 ans, Mélanie 21 ans. On voit Mélanie amoureuse d'Arnaud, ça c'est clair. C'est clair. Puis il n'a aucun défaut. Hein. Arnaud, il est bien, il travaille, il est boucher. Là, il n'y avait pas. Il est gentil, il est beau. Bon, voilà. Après, voilà, ça c'était clair. Ça, on voyait bien que Mélanie était amoureuse de lui. Ça c'est clair. Pour lui, ça a été le coup de foudre. Hein. Dès qu'il m'en parlait, je le voyais. Il avait l'étincelle et tout. Je le voyais très bien. Ça se voyait. De toute façon, quand on vient de connaître une fille avec qui on est bien, tout de suite on a l'étincelle, c'est le sourire, tout est beau, tout est merveilleux. Hein. C'est un garçon qui est brave. On lui dit tiens, on va faire ça, oui, on va faire ça. Tiens, tu viens avec moi, il vient avec vous. Quand je lui disais on va à la pêche demain matin, tout de suite c'était oui, quoi. Hein. C'était une complicité. On aurait pu appeler ça père-fils. Oui, il a tout à fait sa place dans la famille, comme notre fils. Comme de toute façon, sa maman habitait loin, donc il s'était retranché chez nous, et puis donc nous on l'avait pris sous notre aile, et puis voilà. Arnaud va très vite s'intégrer dans la famille de la jeune femme, d'autant que le rêve d'enfant de Mélanie ne tarde pas à se réaliser. Mélanie, son rêve, c'est d'avoir un bébé, hein, comme toute jeune femme. Arnaud aussi. Et rapidement, elle est enceinte et Mélinda arrive. La petite est arrivée très vite après derrière, pour le plus grand bonheur des parents et puis de la grand-mère. Moi, ma petite fille, c'est la première. Donc là, je prends une claque, on me dit, tu vas être grand-père. Bon, forcément, vous dites grand-père, mince, disons, ça tourne. Mélanie, c'est la maman poule, hein. On a du mal à approcher la petite. Tout est nickel, les biberons sont chauds. Ça pourrait être quelqu'un qui donne des initiatives aux autres, ceux qui ne savent pas faire. Hein. Et puis Arnaud est très content de ça, il s'occupe de sa fille, c'est bien. Ils viennent avec la petite, tout ça, c'est bien. Ça se passe bien. 2 ans après, il y a eu le deuxième petit garçon. Nathan.
le deuxième, mon petit gars. Et là, j'ai dit, ça va un peu vite, Mélanie, vous allez un peu vite. J'ai dit 2, bon, je dis, ouais, mais voilà, tu aurais pu attendre quelques mois, quelques années, quoi, ou quelques mois. Et non, ils avaient décidé, donc il y a eu Nathan, quoi, voilà, c'est... Ouais, c'est vrai qu'ils ont eu rapidement, quoi, ça c'est clair. Mélanie et Arnaud ont donc 2 enfants, Mélinda et Nathan. En 2009, le jeune couple décide d'acheter un terrain pour y faire construire leur maison. Ce sera un petit pavillon dans un lotissement récent, à quelques kilomètres seulement des parents de Mélanie. L'endroit rêvé pour y accueillir leur petite famille, d'autant que Mélanie se retrouve une nouvelle fois enceinte de leur 3e enfant. Apparemment, Mélanie et Arnaud sont heureux, la vie leur sourit, mais tout va basculer le 9 juillet 2010. Le 9 juillet, après une journée d'été de l'Aigle, Arnaud Gis décide de partir, les enfants sont couchés, la soirée s'est passée, et il décide de partir boire un verre avec des copains. Il prend sa voiture, il fait un dernier coup de klaxon, il dit au revoir à son épouse, il lui fait un coucou de la main, et puis il s'en va. Mélanie est inquiète parce qu'à 1h du matin, 2h du matin, il n'est toujours pas là et elle se demande où il est, il ne prévient pas, il n'envoie pas de texto, pas d'appel, rien du tout. C'est le silence radio absolu, donc ça l'inquiète énormément. Ma fille est arrivée le samedi matin avec ses enfants en me disant Arnaud est parti la veille au soir, il est toujours pas rentré. J'ai dit t'inquiète pas, il est parti boire un coup chez un copain ou peut-être qu'il était trop, qu'il pouvait pas rentrer tout de suite parce qu'il voulait pas reprendre le volant. J'ai dit il va rentrer tout à l'heure, t'inquiète pas. Mélanie est enceinte de 8 mois et Mélanie a besoin de lui. On voit une femme inquiète et enceinte qui sait plus trop d'où donner de la tête, qui est perturbée, quoi. Elle me laisse la petite et elle repart avec son petit gars à la gendarmerie pour donner la disparition d'Arnaud. Mélanie Fleury se présente le samedi 10 juillet vers 11h à l'unité afin de signaler la disparition de son concubin, Arnaud Gis. C'est une femme enceinte, elle est assez paniquée quand même, hein. Elle paraît assez affolée. Ce caractère inquiet en fait, a fait qu'on a pris cette disparition assez au sérieux, qu'on a immédiatement mis une recherche en place. Alors on a plusieurs patrouilles, véhicules en patrouille qui sillonnent l'Aigle, toutes les petites rues de l'Aigle, enfin tous les moindres recoins. Nos recherches ne donnent absolument rien. Personne n'a vu Arnaud. C'est ce qui était aussi assez inquiétant, puisque absolument personne ne l'a vu. Arnaud et sa voiture s'étaient comme volatilisés. Pour retrouver leurs traces, les gendarmes vont essayer d'abord de les localiser grâce à son téléphone portable, mais ils découvrent que l'appareil a cessé d'émettre à 2h du matin dans la nuit même de sa disparition. Qu'est-il donc arrivé au jeune père de famille ? Le mystère est complet, total, jusqu'au dimanche 11 juillet. Cela fait maintenant 2 jours qu'Arnaud a disparu. C'est à ce moment-là que Stéphane, le père de Mélanie, reçoit un appel d'un proche qui croit avoir aperçu la voiture d'Arnaud. Stéphane Fleury nous informe à l'unité que le véhicule d'Arnaud a été repéré le long d'une petite départementale qui relie l'Aigle à la commune d'Auray. Immédiatement, une équipe est dépêchée sur les lieux. On est dans une petite route forestière, sur le bord de la route, petite entrée vers la forêt qui mène dans une maison forestière. La voiture est garée là, correctement garée. Les premières constatations faites sur le véhicule montrent qu'il n'y a aucune anomalie. Aucune vitre cassée, aucune bosse. Vraiment, la voiture est en parfait état. Donc là, de moi-même, les 2 gendarmes sont là, ils disent de ne pas approcher, de ne pas toucher. Je fais le tour un peu plus haut et moi, l'esprit forêt, je dis je vais aller voir au bord du bois. Donc je monte sur le talus, j'attrape une branche de charmille, je me tends et là, au loin, je vois un maillot rouge et puis un truc noir. T-shirt rouge, jogging bleu marine, jogging noir. C'est Arnaud, ça. Je le vois au loin, je vois, il est là. Il est là-bas, il est allongé, il est là-bas. Moi, ce que j'espère ou ce que je ressens, c'est qu'il est vivant. Je vois ça, je vois le bras comme ça. Je vois qu'il est comme ça. Donc je me dis, il est en train de se protéger, il se protège, quoi. Ah, là, je saute pas dessus les barbelés. Parce qu'il y a une clôture quand même. Je passe à travers tout ce bordel-là. Là. Et je cours vers là. Et je leur crie, il est là, il est là, il est là. Et je leur crie, quoi. Et là, pas facile, hein. Là, non, ça va même pas être facile du tout. Et Arnaud est par terre, le bras comme ça. Et j'essaye de le réanimer. J'essaie d'y arracher le bras et tout.
Et là, les mouches s'envolent, il y a du sang au nez, il y a du sang aux yeux. Et ça sent pas, mais les mouches, je supporte plus de mouches, hein. Faut savoir. J'ai au moins 10 bombes anti-mouches à la maison. Je peux plus. Une mouche à viande, mais je peux plus, j'y arrive pas. Et là, il se réveille pas. Et là, je pète un boulon, quoi. Voilà. Je laboure la terre, je crois même que c'est plus que les gendarmes. Et tout ça, ça va vite, ça me serre dans la poitrine, ça me serre partout. J'ai la tête qui va exploser. On voit tout de suite qu'il est décédé, hein, puisqu'il y a quand même des signes extérieurs qui montrent qu'il est décédé. Et en retournant le corps, on s'aperçoit donc qu'il a un trou béant dans le dos. Hein, donc qu'il a très certainement été tué par balle. L'autopsie va révéler qu'Arnaud a été tué d'un coup de fusil dans le dos, une balle de 8 mm, un calibre habituellement utilisé pour la chasse au sanglier. Pour sa famille, pour ses amis, la mort de ce jeune homme de 28 ans est évidemment un terrible drame. Mon mari nous téléphone en nous disant on a retrouvé Arnaud. Qu'on a retrouvé Arnaud, mort. J'apprends qu'il est assassiné. De la haine. On peut pas faire ça à quelqu'un. De la haine. Tué par arme à feu par derrière, là on fait pas ça. Nous on prend la voiture et on part chez ma fille avec les enfants. Et puis Mélanie n'était pas encore au courant à ce moment-là. Et quand on est arrivé, elle nous dit qu'est-ce qui se passe. Je lui dis Arnaud est décédé, on vient de le retrouver. Et elle dit c'est pas possible, il peut pas être mort. C'est où? Qu'est-ce qui se passe? Puis moi, elle était complètement hystérique, forcément. Hein. Elle hurle, elle pleure, elle hurle. Elle hurle. Plein de tristesse. Parce qu'on a enlevé un homme, le père de 2 enfants, le 3e allait arriver. Arnaud n'aura même pas eu le temps de connaître son 3e enfant. Qui a pu ainsi tirer aussi lâchement de le dos de ce garçon? Et surtout, pourquoi? Arnaud avait-il des ennemis? L'enquête commence sur une interrogation. Qui était vraiment Arnaud Gis? Oui, une des premières étapes est de s'intéresser à la personnalité de la victime. Savoir à qui ils ont affaire, qui est mort. Et on se rend compte qu'il y a des petites choses qui peuvent attirer l'attention. Le fait qu'il ait un casier judiciaire. Effectivement, il a un passé assez lourd. Il a notamment été incarcéré pour des faits de vol. Il avait fait 4 ans de détention pour une affaire de vol. C'est à peu près tout ce qu'on sait sur le casier. 4 ans pour une première condamnation figurant sur le casier, c'est beaucoup. Et donc voilà, le personnage est un petit peu plus complexe que l'apparence de mari et papa idéal. L'hypothèse qui est étudiée par les gendarmes, c'est de se dire, il a un casier, il était en région parisienne, il vient dans l'Orne, est-ce que c'était pas pour échapper à quelques règlements de compte ou menaces diverses et variées de son passé? Je dis c'est un guet-apens qu'on lui a tendu. De la façon que ça se présente, que je l'apprends, je dis c'est un guet-apens qu'on lui a tendu et qu'est-ce qu'il a fait comme connerie pour aller se fourrer dans un endroit comme ça et se faire assassiner, quoi. Donc la piste aussi là, du règlement de compte quant à cette affaire n'est pas écartée, bien sûr. Peu à peu, les gendarmes vont découvrir que depuis 2 mois, Arnaud Gis traversait une mauvaise passe. Il était au chômage, le couple avait d'importantes difficultés financières. Et à ces soucis s'était ajouté l'alcool. Arnaud avait plongé petit à petit. Il buvait de plus en plus. Arnaud, pressé par le besoin d'argent, n'était-il pas retourné à ses pratiques de son passé de délinquant? Cette hypothèse pourrait accréditer, bien sûr, la piste du règlement de compte. Les enquêteurs vont alors fouiller la vie du jeune homme. Les gendarmes vont venir prendre l'ordinateur d'Arnaud, dire voilà, qu'est-ce qu'il faisait, à quoi il occupait ses journées, puisqu'il est au chômage, sur quel site il allait, quels étaient ses goûts, quel échange de mails il pouvait avoir avec un tel ou un tel, tout est utilisé. La saisie de son ordinateur permet de voir qu'il allait notamment très souvent sur des sites de rencontres, des sites de chat, et qu'il a pu communiquer avec de nombreuses femmes. Il se mettait toujours dans sa chambre, avec son ordinateur, puis il traînait sur Internet. Il y avait des messages qui arrivaient régulièrement, des lettres, des messages, des petits messages qui s'allumaient. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il attendait que Mélanie soit partie ou que les gens soient retournés, même moi le premier. Je me suis aperçu qu'il lisait les messages tout seul. Et un jour, je lui ai demandé, je dis, c'est quoi ce... Oh, il dit, c'est rien, c'est des copines. Je pense qu'à ce moment-là, c'est ce que j'ai pensé, c'est qu'il voit quelqu'un d'autre.
que ma fille est plus toute seule. Hein. C'est ce que je pense, c'est qu'il a une relation avec quelqu'un d'autre. Le fait qu'il fréquente ces sites de chat nous fait tout de suite penser à la piste du mari jaloux, qui pour se venger, aurait pu tuer Arnaud Gis. Bah, pourquoi pas? Un rendez-vous un mari qui se venge, un rendez-vous qui tourne mal, quelqu'un qui surveille et puis qui voit Arnaud avec quelqu'un d'autre. Lorsqu'on découvre le corps d'Arnaud, il a le pantalon baissé et on lui voit le sexe. Donc ça accrédite l'hypothèse qu'il ait eu des maîtresses et que sa mort soit liée à ces liaisons extra-conjugales. J'ai entendu des histoires de maîtresses et que ce sont des choses fausses. Oui, il a sûrement chatté avec des femmes sur Internet et tout, mais qui ne sont révélés que des chats Internet. Il n'y a jamais eu de rendez-vous physique, rien du tout. Donc ça a été des on-dit. Cette porte en fait se referme très vite, puisqu'on s'aperçoit assez rapidement qu'il n'a jamais rencontré de femme, qu'il n'y a simplement eu que des échanges, que quelques mails en fait. Ça s'est arrêté là, ça s'est arrêté au mail. Donc après, la thèse du mari jaloux, elle se ferme très vite. Un casier judiciaire, des problèmes d'alcool, un homme à femme. Le portrait du jeune père de famille parfait se ternissait peu à peu. Du coup, le 12 juillet 2010, 3 jours après la mort d'Arnaud, les enquêteurs décident de perquisitionner le domicile du jeune couple. Ils voulaient ainsi savoir ce qu'avait fait Arnaud le soir de sa mort. Ils fouillent la maison et ils découvrent une nouvelle facette de la personnalité d'Arnaud et surtout la réalité de la vie du couple. Lors de ces recherches, on découvre un mot écrit de la main d'Arnaud sur lequel il s'excuse auprès de Mélanie de lui avoir cassé son téléphone et d'avoir pu également la violenter. Et là, on se dit qu'en fait, le couple, il n'était pas si rose que ça. Je suis au courant de l'histoire du téléphone cassé par Arnaud et qu'il a été un peu violent avec Mélanie. Ce soir-là, on était à table, Arnaud avait un petit peu bu, tout le monde avait un petit peu bu. Mélanie était assise sur ses genoux et elle a reçu un message. Et Arnaud a voulu arracher le téléphone des mains de Mélanie. Mélanie a dit non, elle s'est levée et là Arnaud s'est levé en fureur. Il a poussé Mélanie par terre. Il a attrapé le téléphone, il a poussé Mélanie par terre et il a jeté le téléphone à l'autre bout de la pièce. Le téléphone s'est cassé en morceaux. Mélanie a voulu se relever pour aller attraper le téléphone. Arnaud l'a repoussé, il a été au téléphone à coups de pied, il a attrapé la carte SIM, il l'a cassée en deux. Moi je me suis levée, j'ai relevé Mélanie et mon beau-frère est venu, il a pris Arnaud, allez vas-y laisse tomber mon pote, on va boire un verre. Et Mélanie est restée comme ça. C'est moi qui l'ai relevée de par terre. On va découvrir petit à petit, y compris en présence d'autres membres de la famille, qu'il y a eu des scènes de violence, qu'il y a eu des moments où Arnaud pouvait être dangereux et pouvoir en vouloir à son épouse. Un vendredi matin, j'arrive et je voyais Mélanie avec un gros bleu au niveau de la joue, sous son fond de teint, parce que ça se voyait quand même. Et je lui dis, qu'est-ce qui t'arrive? Elle me dit, j'ai pris le meuble de la cuisine, j'ai pris la porte, rien de mal, rien de méchant. J'ai fait, ça a dû cogner quand même, parce que t'as quand même un beau bleu. Elle me dit, ouais, mais bon. Et puis ça en est resté là. Moi, elle ne m'a jamais dit que Arnaud la battait. Je suis en colère après ma fille aussi, de ne pas me l'avoir dit. Je suis en colère après, sur ça, je suis en colère après Arnaud, forcément. Je le traite même de salopard, quoi, ça c'est clair, parce que je dis, c'est pas normal, quoi. Je dis, c'est pas normal que tu sois parti comme ça, c'est pas normal qu'on t'ait fait ça, mais c'est pas normal que t'aies fait ça à ma fille aussi. Que Mélanie n'ait rien dit, on peut le comprendre, c'est extrêmement compliqué, on le sait, pour une femme battue, d'en parler, d'avouer en quelque sorte d'être victime. N'empêche, on continue d'explorer toutes les pistes possibles sur la mort d'Arnaud, pendant que la vie continue, en particulier pour Mélanie. Un mois, jour pour jour, après la mort d'Arnaud, elle va donner naissance à leur 3e enfant, Steven, un enfant qui ne connaîtra jamais son père. Cela peine tout le monde, mais curieusement, pas vraiment Mélanie. Les pistes se refermant, on se concentre après essentiellement donc, sur les proches du couple. Et de là, on va s'apercevoir en fait que très rapidement, il y a un jeune homme qui est très proche de Mélanie. Qu'il est là en permanence, et donc ça va commencer à intriguer un petit peu les directeurs d'enquête et le parquet, et qui va creuser cette piste en disant que c'est un petit peu étonnant que si vite il y ait quelqu'un qui s'installe dans la vie de Mélanie.
Ce jeune homme, c'est Damien Rolland, il est âgé de 19 ans. Il est présenté comme un ami du cousin de Mélanie, quelqu'un a priori de confiance, en tout cas qui a la confiance des proches de Mélanie. Les enquêteurs sont intrigués par le fait que Mélanie accepte chez elle d'avoir Damien Rolland continuellement. Et ça, c'est un peu de ma faute. C'est nous qui avons demandé à Damien de rester à la maison pour surveiller Mélanie et les enfants. Parce qu'on s'est dit, si c'est quelqu'un dans l'Oise qui s'en est pris à Arnaud, qui dit qu'ils ne vont pas venir à la maison, puis s'en prendre à ma fille et aux enfants. Donc, comme nous, on travaillait, et puis qu'elle ne voulait pas venir chez nous, donc... Moi, j'y vois pas du tout de mal, quoi. C'est un copain qui vient aider une jeune femme qui est... Voilà, ça aurait été une femme, c'était pareil pour moi. La présence de Damien au domicile de Mélanie choque un peu le voisinage. C'est vrai que ça nous interpelle aussi un petit peu. Les mauvaises langues, ça y est, Arnaud a été remplacé, Mélanie c'est ceci, Mélanie c'est cela, elle a passé pour une fille facile. Tu te rends compte, elle vient de perdre son mari, elle se promène avec un petit jeune, elle a le sourire jusqu'aux oreilles, elle est toute bien habillée, elle est maquillée. Donc voilà, les gens après ça va vite. Mais bon, c'était l'image qu'elle faisait voir quand même. On se dit que Mélanie, elle a peut-être un peu surjoué la veuve éplorée qu'elle était. Et qu'en fait, elle n'a pas l'air d'être si triste que ça de la disparition d'Arnaud. Donc à ce moment-là, on décide de placer tout le monde, et notamment Mélanie et Damien, sur écoute. Le nombre d'appels et de SMS échangés entre eux sur la période d'1 mois et demi est gigantesque. Les SMS échangés, on a eu les relevés, c'est très très clair. C'est des mots doux au début, des compliments, et puis après on arrive vraiment à de l'affection, à de l'amour qui est échangé entre les deux. Le fait qu'ils soient amants, là c'est confirmé, il n'y a plus de doute. Mélanie avait donc une double vie, une liaison qui durait en fait depuis plusieurs mois. Car les enquêteurs vont découvrir que le début de sa relation avec Damien datait en réalité de mai 2010, soit 2 mois avant l'assassinat d'Arnaud. Les amis du couple ignoraient cela, mais bizarrement, pas ceux de Damien. J'ai une amie qui m'a dit qu'elle l'avait rencontré, qu'il était avec une femme qui était enceinte. Bon, après, je lui dis, c'est ta copine? Il me dit oui, mais bon, tu en parles pas, tu me poses pas de questions. De toute façon, c'est comme ça. Damien, j'ai appris qu'il était en couple avec une femme. Pour moi, c'est une femme, 25 ans, avec des enfants. Le seul truc que je lui ai dit, c'est je lui ai dit, fais pas n'importe quoi. Là, je l'ai interpellé en lui disant que fais attention. Ça, c'était une fausse route. C'est un chemin à problème. Il n'y aura pas d'autre chose que des problèmes. Je lui dis, j'arrête, quoi. Enfin, s'ils sont ensemble, ils ont une maison, ils ont tout. T'as pas à te mettre avec une fille comme ça, quoi. On va dire une infidèle, voilà, quoi. Se poser avec une fille comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Il répond qu'il est dans le love, hein. Il est amoureux, lui, on peut lui dire n'importe quoi, voilà quoi. Il est amoureux de Mélanie, mais à fond, quoi, il voit que elle. C'est limite, on l'appelait pour sortir, non, il sortait pas, rien du tout. De toute façon, dès qu'il a une relation avec cette fille-là, il a coupé contact avec les gens pratiquement, on va dire. Il sortait plus, mais bon, on a toujours des nouvelles, mais il sortait plus rien. À l'évidence, Damien était fou amoureux de Mélanie, mais fou amoureux au point de vouloir éliminer son rival, Arnaud. Les gendarmes sont convaincus, ils tiennent là un mobile, 2 hommes pour une femme, il y en avait un trop. Et ça semble être Arnaud. D'autant que l'enquête va révéler que le téléphone portable de Damien a déclenché une borne à proximité de l'endroit où Arnaud a été assassiné. Les gendarmes décident donc d'interpeller Mélanie et Damien. Nous sommes le 21 septembre 2010. Donc on arrive le matin au domicile de Mélanie. On frappe, tout simplement. Il nous ouvre et là, Damien est présent, Mélanie est présent. Les enfants sont là. Un vrai couple. Les enfants étant présents au domicile, on a tout de suite demandé à ce que Mélanie demande à sa maman de venir chercher les enfants pour qu'on puisse effectuer une perquisition en toute tranquillité. Donc je suis arrivée en trombe et je suis rentrée dans la maison et j'ai demandé où était ma fille. Donc j'ai trouvé ma fille dans une pièce avec tous les gendarmes autour et les enfants qui regardaient ce qui se passait,
qu'il ne comprenait pas ce qui lui est arrivé. On décide de les placer en garde à vue et maintenant on décide de trouver la vérité sur la mort d'Arnaud. Alors là, je dis, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que Mélanie a à voir là-dedans? Qu'est-ce qu'elle fout là-dedans? Je dis, qu'est-ce que Roland fout là-dedans? Qu'est-ce qui se passe? Et là, je dis, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle nous a fait là? Pourquoi elle et lui? Qu'est-ce qu'ils nous ont inventé? Mélanie et Damien sont immédiatement conduits à la brigade de l'Aigle, où ils sont entendus séparément par les gendarmes, et là, très vite, tout bascule. Dès les premières minutes de son audition, Damien dit « J'ai tué Arnaud. Je suis l'auteur du meurtre d'Arnaud ». Il craque tout de suite, en fait. Il pleure tout de suite, il s'effondre. On lui pose la question, donc pourquoi avoir commis ce geste? Parce que je ne voulais pas qu'il fasse de mal aux enfants de Mélanie et également à Mélanie, que c'était pour lui insupportable, que Arnaud Gis faisait trop de mal autour de lui, qu'il était violent à l'égard de sa compagne, à l'égard des enfants. Et est-ce que Mélanie était au courant, lui demande-t-on? Non. Arnaud a été tué par Damien Rolland, seul. Il a toujours dit, il était seul à ce moment-là, il a agi seul, il a pensé seul et personne d'autre n'est intervenu, surtout pas Mélanie. Quand Damien est passé aux aveux, j'étais écœurée. Écœurée. Je me suis dit, il était en face de nous. On a mangé ensemble le jour de l'enterrement d'Arnaud. Il était en face de nous. Jamais on aurait pensé... jamais j'aurais pensé que c'était lui. Damien Rolland est donc l'assassin d'Arnaud. Pourtant, le jeune homme, âgé tout juste de 19 ans, n'a pas du tout le profil d'un tueur. Aucun antécédent judiciaire et tout le monde le décrit comme calme et réservé. Il a pourtant avoué. Et il a même indiqué où l'arme se trouvait, chez sa mère. Les gendarmes s'y rendent immédiatement. Et donc ils sont rentrés, c'est là qu'ils m'ont dit on cherche une arme qui a servi à tuer Monsieur Gis, c'est votre fils qui l'a avoué. Il vous a pris une arme sans que vous vous en rendiez compte, il nous l'a bien dit, et il est venu la remettre pareil. Et donc il faut qu'on la retrouve. Les gendarmes m'ont dit on va aller le chercher. Et donc quand ils l'ont amené, il baissait la tête, et puis quand j'ai été pour le voir, elle l'embrassait. Il pleurait. Donc c'est là que je lui ai dit mais attends Damien, c'est pas vrai. Et il m'a dit si c'est vrai maman, c'est moi. Et là tu réagis même plus, tu te dis c'est pas possible. Je lui ai dit mais comment t'as pu faire ça? Pourquoi t'as fait ça? Et donc c'est là qu'il m'a dit mais attends, de toute façon il fallait que je le fasse. Les larmes montent, quand j'apprends ça, les larmes montent. Je me dis ouais c'est mon pote. C'est chaud, je vais plus le voir pendant je sais pas combien de temps. Je me suis dit, c'est chaud, il a mon âge, il fait des trucs comme ça, c'est chaud. Au début, on n'y croit pas trop, quoi, limite pas les larmes, mais quasiment. C'est bon, un pote comme ça, on a du mal à croire. Mais bon, après, voilà quoi. Tout le monde, il était étonné. C'est comme un truc qui tombe comme ça, tué. Damien l'a tué. Ouais, j'imagine pas tirer. C'est quelqu'un, il est trop sensible. Pour moi, Damien, c'est un mec trop sensible. Trop sensible, il peut pas faire un truc comme ça. C'est un cauchemar. Et le lendemain, il fallait quand même que je retourne travailler. Et j'entendais tout le monde qui parlait que de ça. Il y avait des titres dans les journaux, arrestation. Parce qu'en plus, on vend le journal. C'était le gros titre. Alors, j'entendais les commentaires de tout le monde. Des fois, j'étais obligée de partir dans la cuisine pour pleurer. Parce que je voulais pas faire voir. Damien est catégorique. Il est le seul, l'unique responsable de la mort d'Arnaud. Mais les gendarmes se questionnent tout de même. Dans tout ça, quel est finalement le rôle de Mélanie? Lorsqu'on demande à Mélanie donc, de s'expliquer sur sa relation avec Damien, elle reconnaît qu'elle a une relation avec lui depuis quelques mois. Elle a pu même être outrée de ce qu'a pu faire Damien Rolland en disant mais c'est inadmissible ce mec-là, comment il a pu faire ça, je le déteste. Enfin, elle est très, très vindicative. Quand on lui demande vraiment la nature de ses sentiments envers Damien, là elle nous dit très clairement qu'elle ne l'aime pas, qu'elle aime bien être avec lui, mais qu'elle n'a pas de sentiments pour lui, que s'il veut partir, eh bien qu'il parte. Elle explique clairement qu'elle n'a pas d'attachement très important pour Damien Rolland,
que elle, le seul amour de sa vie, c'est Arnaud Gis. Les enquêteurs ayant à proximité d'eux et sous la main les deux amants vont bien évidemment se dépêcher d'aller répéter, amplifier ce qui a pu être dit par Mélanie à Damien, c'est-à-dire ils vont lui dire dites donc votre copine à côté elle dit pas forcément du bien de vous. De là, il s'effondre, bien sûr, puisque lui, c'est quelque chose qu'il n'encaisse pas du tout. Il finit par réaliser à quel point il a été manipulé, et c'est très violent, donc il éclate en larmes, et il tape du poing, tellement c'est insupportable. C'est insupportable de comprendre que tout ça était faux, que finalement, lui, son amour qui est sincère, finalement, il n'était pas du tout partagé. Tout ce qu'on lui a renvoyé, tout ce que Mélanie Fleury lui a renvoyé, tout était factice. Et donc, il est abasourdi. Et là, il change son fusil d'épaule, si on veut dire, et il se met à mettre en cause, très fortement, Mélanie Fleury, en disant que c'est elle qui a tout manigancé. Il va nous dire qu'il a tué Arnaud à la demande de Mélanie. Mélanie serait donc l'instigatrice de l'assassinat de son mari, le père de ses enfants, c'est à peine croyable. Pourtant, Damien va plus loin, il affirme que son meilleur ami, Florian Potrel, le cousin de Mélanie, pourra confirmer sa version. Florian Potrel est donc immédiatement placé en garde à vue, et il va confirmer les accusations de Damien. Mélanie, dit-il, aurait fait du bourrage de crâne pour les convaincre de tuer Arnaud. Florian va même plus loin. Il y aurait eu, dit-il auparavant, 2 autres tentatives d'assassinat auxquelles Arnaud Gis aurait échappé, toutes les 2, affirme-t-il, orchestrées par Mélanie. La première remonte au mois de juin, soit 5 semaines avant la mort d'Arnaud. Où il est question, justement, de faire une mise en scène pour que Arnaud Gis soit placé inconscient dans son véhicule et qu'on pousse le véhicule et qu'on simule un accident pour pouvoir toucher la prime d'assurance. Et donc, l'objectif, donc il y a des cachets qui sont récupérés. L'objectif est de mettre des cachets dans le verre d'Arnaud Gis. Ils attendaient Arnaud de pied ferme, ils étaient tous les 3 au domicile. Le seul problème est qu'Arnaud n'est pas rentré seul, il est rentré avec son meilleur ami. Benoît Kowalski. Alors, ça met en péril les plans de Mélanie Fleury, qui, en définitive, va dire, peu importe, Benoît Kowalski aussi, comme ça, ça fera encore plus vrai. Ça va rajouter un élément d'authenticité à la scène. On dira qu'ils étaient partis tous les 2 en boîte, ou en soirée, ou en virée. Et ce soir-là où il devait éliminer Arnaud, c'est trouvé qu'il y avait mon frère Benoît et donc il fallait qu'il passe quand même à l'acte, et donc ils ont mis les 2 ensemble, quoi. Et donc il y a un dîner qui est organisé donc au domicile de Mélanie Fleury et d'Arnaud Gis. Et de là, au cours du repas, il est décidé que Mélanie mette des somnifères dans les boissons d'Arnaud et de son ami. Ce qui va se passer, donc ils vont s'endormir. Ils vont les mettre sur le lit. Et de là, il était prévu donc, que Damien et Florian étouffent à l'aide d'un coussin Arnaud et son ami. Potrel et Roland vont prendre les oreillers pendant que les 2 autres dorment, vont s'approcher, poser les oreillers sur la tête des personnes. Et au moment où il vient pour accomplir le geste, Arnaud Gis va bouger et ça va ramener, on va dire, Damien Rolland à la réalité, qui va dire « je peux pas faire ça ». Les 2 vont dire non, on peut pas faire, finalement on le fait pas, donc ils vont arrêter. Ils vont retirer l'oreiller. Et donc ce soir-là, il ne va rien se passer de plus et le plan de Mélanie Fleury avorte. Arnaud et son meilleur ami Benoît ont été tellement drogués qu'ils ne garderont aucun souvenir de cette soirée. Mais le trio ne désarme pas. 10 jours plus tard, Mélanie, Damien et Florian font très vite une nouvelle tentative d'assassinat. Il est prévu, toujours, par Mélanie Fleury, selon Florian Potrel, que Florian conduise la voiture dans laquelle se trouvera Damien Rolland, qu'il vienne chez Mélanie et Arnaud, qu'il sonne, et puis que Damien soit armé, et qu'au moment où Arnaud va sortir, il prenne un coup de fusil qui serait donné par Damien Rolland. La soirée arrive, Damien Rolland est dans le véhicule, le fusil est avec lui. Damien Rolland, porteur d'une cagoule,
et armé d'un fusil, frappe à la porte. Il y avait eu un code qui avait été mis en place avec Mélanie Fleury pour que surtout ce ne soit pas elle qui ouvre la porte. Donc c'est bien Arnaud Gis qui arrive pour ouvrir la porte et Damien Rolland, de peur, avant qu'il n'ouvre la porte, s'en va. Donc là encore, le plan échoue. Florian explique aux enquêteurs qu'après cette deuxième tentative manquée, il décide, lui, de laisser tomber le projet qu'il considère complètement fou. Damien se retrouve donc seul pour assassiner Arnaud. On en arrive ainsi à la soirée du 9 juillet 2010. Là, c'est Damien qui va livrer aux enquêteurs un récit très détaillé de cette journée. Il va nous expliquer qu'il a tendu un traquenard à Arnaud, qui lui a proposé un plan, on va dire, pour cambrioler une maison forestière. Qui pouvait présenter des outils ayant une certaine valeur, qu'il serait assez aisé d'aller les dérober, puis ensuite de les revendre. Ce que visiblement Arnaud accepte sans aucune difficulté, et c'est la raison pour laquelle on le retrouve en plein milieu des bois. Et Mélanie, bien évidemment, qui est à l'origine de cette mise en scène, va tout au long de la journée abonder dans ce sens-là et inciter son compagnon à y aller. Peu avant qu'ils partent, en tout cas dans les heures qui ont précédé, ils vont avoir, donc Mélanie Fleury et Arnaud Gis, un rapport sexuel donc consenti qui sonne un peu comme l'adieu de Mélanie Fleury, qui ensuite laisse partir Arnaud vers ce piège qui va se refermer sur lui. Lorsqu'ils arrivent avec Arnaud Gis dans ce chemin, Arnaud explique qu'il a besoin d'uriner, qu'il s'éloigne un petit peu. Et là, il nous donne des éléments de réponse sur le fait qu'on ait retrouvé Arnaud avec le pantalon baissé, puisqu'il nous explique qu'il a profité d'un moment où Arnaud avait envie d'uriner pour aller récupérer une arme qu'il avait dissimulée précédemment. Il s'est approché d'Arnaud. Et il lui a tiré une balle dans le dos. Pour preuve que Mélanie a joué un rôle dans la mort d'Arnaud, Damien va nous faire part qu'après avoir tué Arnaud, il a envoyé un SMS à Mélanie comme il l'avait convenu. Il lui dit bonne nuit. C'était le code pour dire c'est fait. À ce moment-là, selon Damien, Mélanie devait comprendre que le cas d'Arnaud était réglé. Et donc il rentre à pied, le chemin est très long, il est avec le poids de ce qu'il vient de faire. Et donc il arrive dans l'état qu'on imagine, après avoir vomi à de multiples reprises, au domicile de Mélanie Fleury qui l'accueille et qui elle est dans un état qu'on peut qualifier d'excitation, avec Damien Rolland qui bien évidemment n'est pas du tout dans cet état d'esprit, et puis qui effectivement va parvenir à l'entraîner dans une relation sexuelle qui donc se situe immédiatement après le meurtre d'Arnaud Gis. Et Damien Rolland explique qu'elle est dans un état d'excitation sexuelle du fait de l'accomplissement de cette tâche qui lui incombait à lui, Damien Rolland, et du fait de la disparition désormais effective de son compagnon Arnaud Gis, qui est tout de même le père de ses 2 enfants et de celui qu'elle porte, puisqu'à ce moment-là, elle est enceinte. Ce sont des accusations graves, très graves, mais il s'agit là, attention, de la version de Damien, car Mélanie, qui est toujours interrogée dans la salle voisine, rejette catégoriquement toutes ces accusations. Mélanie a toujours contesté avoir donné une quelconque indication de quoi que ce soit, un quelconque ordre. Moi j'étais avec mes enfants, il ne s'est rien passé du tout, je n'y suis pour rien. C'est Damien Rolland qui a pu faire ce qu'il avait envie de faire. Moi j'ai rien demandé, j'ai rien dit, j'ai rien fait. La seule chose qu'elle va reconnaître, c'est qu'elle était au courant que c'était Damien qui avait tué Arnaud. Sur le coup, quand on apprend que, c'est vrai, elle est en couple depuis plusieurs mois avec, qu'elle était au courant que Damien avait tué Arnaud, on se sent bête. On se sent très bête. Pourquoi elle ne l'a pas dit dès le début? Et puis là, je me suis effondré. Et ça a été un trou noir à ce moment-là. Je pensais à plus rien. Je trahi, manipulé. J'en ai beaucoup voulu. Mélanie, aujourd'hui, on peut lui reprocher qu'une chose, c'est 2 mois de mensonge. Elle savait que Damien Rolland avait été l'assassin de Arnaud. C'est la seule chose qu'on peut lui reprocher. C'est vrai, la seule chose que l'on puisse concrètement reprocher à Mélanie aujourd'hui,
Ce sont ces mensonges, car, et c'est essentiel dans le dossier, il n'y a aucune preuve matérielle qui l'accuse, rien. Pas de SMS, pas d'écrit, absolument rien. Il n'empêche tout de même que Damien et Florian, interrogés séparément, livreront aux gendarmes les mêmes accusations détaillées. Ils se décrivent comme les deux marionnettes de Mélanie. Alors qui dit vrai? Les enquêteurs ont, eux, une certitude. Mélanie a bien manipulé Damien. Damien leur paraissait vulnérable et influençable. C'est d'ailleurs dans son enfance qu'il faut aller chercher les raisons de cette faiblesse. Mon ancien compagnon buvait et quand il avait trop bu, c'était un enfer quand il rentrait, il me tapait. Damien, quand il était enfant, m'a vu me faire battre. J'avais beau leur dire de monter, mais même ils entendaient, même s'ils ne voyaient pas tout, ils entendaient, ils voyaient le lendemain si j'avais des marques. Ce qui est intéressant, c'est les explications de l'expert psychiatre lorsqu'il indique qu'on n'est pas du tout sur, on n'est pas sur un conflit phallique dans ce crime, on n'est pas sur une dimension de jalousie, on n'est pas du tout sur l'amant qui élimine le mari pour pouvoir être aux côtés de la femme. On est sur une dynamique de protection. Il y a quelque chose qui s'est construit dans l'esprit de Damien Rolland, qui a été construit par Mélanie Fleury, qui connaissait parfaitement le passé de Damien Rolland, qui connaissait parfaitement cette faille. Il s'est trouvé dans une situation où il fallait qu'il la sauve. Et pour moi, je me dis que Mélanie, elle a dû jouer là-dessus, elle devait être au courant de ce qu'il a vécu quand il était petit. Et il voulait pas que les enfants, Arnaud et Mélanie, vivent des trucs comme ça. Donc du coup, il a fait ça, quoi. Puis elle lui disait clairement, de toute façon, ça sera lui ou moi. Je vais rester sur le carreau, tu ne veux pas que je reste sur le carreau. Si tu m'aimes, tu le fais pour moi. Si tu ne le fais pas, c'est que tu ne m'aimes pas. Regarde, tu n'es pas capable de me protéger. Et il a revécu finalement ce qu'il a vécu aux côtés de sa mère quand il était petit garçon. Et personne n'a protégé sa mère. Et c'est comme ça que le crime a lieu. C'est uniquement pour cela. À l'issue des gardes à vue, Florian Potrel, qui n'a participé qu'aux tentatives d'assassinat, est libéré, mais mis en examen pour non-empêchement de crime. Damien Rolland, lui, est mis en examen pour assassinat, Mélanie Fleury pour complicité d'assassinat. Les deux amants sont immédiatement écroués le 23 septembre 2010. Ils vont passer ainsi leur première nuit en prison. Elle est effondrée, elle est séparée de ses enfants, de son bébé, qui a 1 mois et demi. Tout s'effondre autour d'elle. On dort pas de la nuit, moi et ma femme, on reste éveillés toutes les nuits. Bon, il y a le petit, ça paraît normal aussi que les enfants sont un petit peu déstabilisés de leur première nuit ou un moment. Et ma femme fait un boulot extraordinaire. Là, c'est au-delà du... Elle cache sans cacher, elle est balèze, elle est très, très balèze. Et là, moi j'ai dit, je peux pas. Moi, je vais leur dire. Ta mère, elle est en prison, elle est partie en prison, elle est arrêtée, ton papa, il est mort. J'y arrivais pas. Elle me dit, tais-toi, je vais arranger ça, je m'en occupe. Et heureusement que j'étais là, parce que je sais pas où c'est qui serait aujourd'hui. Normal. C'est vrai qu'on veut toujours protéger ce qu'on aime. Et puis ça reste ma sœur, on a le même sang. Donc ce qu'elle a fait ou pas fait, ça reste ma sœur. Elle était devenue la pire des femmes qui puisse exister au monde. La pire des femmes qui puisse exister au monde. Que c'était une Marie couche-toi là, qu'elle avait commandité le meurtre, qu'on avait dit que c'était elle qui avait dit de tuer Arnaud. Elle avait tous les défauts du monde. La femme fatale qui manipule, la veuve noire, hein, c'est en gros, ça veut dire tout ça, quoi. Hein. Moi, j'apprends ça par les journaux, on est touché, on est blessé, mais moi, ma femme en pleure. Elle le lit, elle pleure. Seule chose que je peux dire, ma petite sœur, je l'aime. C'est tout. Alors, qui dit la vérité, Mélanie Fleury ou Damien Rolland? L'évidence, Mélanie a menti, mais a-t-elle pour autant exigé de Damien d'exécuter Arnaud? Ou Damien a-t-il agi seul? Ce sera au juré de répondre. Le procès s'ouvre donc devant la cour d'assises de l'Orne le 26 novembre 2012. Tout le monde veut voir ce qu'on appelle les amants diaboliques. On sent que les gens sont intrigués et veulent savoir comment une femme jeune, jolie, peut devenir ce que certains ont appelé la veuve noire. C'est quelque chose d'intriguant pour eux et ils veulent essayer de comprendre comment une femme peut en arriver là. Mélanie, le jour du procès, elle n'est pas
très bien déjà, parce que c'est son procès, hein. La tête baissée, mais le regard levé, pour regarder un peu tout le monde. Quand je vois Damien rentrer dans le box de l'accusé, les menottes à la main, la tête baissée, je me dis, c'est chaud quand même. Mon pote, il rentre comme ça. Je voulais qu'il me regarde pour lui donner du courage et tout. Je me disais, mais quand est-ce qu'il va se retourner? Et pendant toute la première journée, il ne nous a pas regardé une seule fois. Alors je ne savais plus, là, c'était encore pire. J'en avais encore plus envie de pleurer. Jusqu'au bout du procès, elle a toujours contesté avoir donné la quelconque instruction en disant « il faut qu'il meure, je veux qu'il meure ». Ce qu'elle voulait, elle l'a toujours dit, elle a reconnu avoir dit cette phrase-là. Elle disait « il faut que ça s'arrête ». Mais ça s'arrête, c'était les coups, c'était la violence, c'était l'alcool, c'était la galère. C'était ce qu'elle vivait, les coups, pas la vie. Le problème, c'est que personne ne la croit jamais dès qu'elle ouvre la bouche. Dès qu'elle dit quelque chose, avec tous les portraits qu'on en a fait, c'est forcément une menteuse. J'aurais appris que Mélanie était vraiment impliquée à 100% dans cette affaire-là. Non, j'aurais pas pardonné. Faut pas non plus faire le naïf, hein, Mais du coup, ma conviction, c'est que non, elle n'est pas fautive à 100% dans cette affaire-là. Elle a eu des peurs, des choses comme ça, ce qui est normal et que je peux comprendre, ça c'est tout à fait logique. Mais de là à aller jusqu'à l'extrême comme ça, je pense pas, non. Pour moi, si Damien a tiré sur Arnaud dans les conditions que ça a été expliqué comme il l'a fait, c'est parce qu'il l'avait décidé lui-même. Il a voulu régler son compte à un concurrent. Voilà, ça c'est clair. Et il assume plus ses actes, ça c'est clair. Faire ça lui-même, non. Ça c'est sûr et certain, non. Après être influençable, ouais, c'est sûr. Parce qu'une personne comme ça, non, c'était pas possible de lui-même de dire tiens, aujourd'hui, on va tuer Arnaud, quoi. Ça c'est sûr. Ambiguïté qui est majorée par un élément déterminant qui est apparu au cours de l'une des confrontations qui a été confirmée au cours des débats d'assises, à savoir que Mélanie Fleury a reconnu avoir, dans le passé, avant d'avoir rencontré Damien Rolland, essayé à 2 reprises de tuer Arnaud Gis elle-même. Une fois, je crois que c'était en l'étouffant, et l'autre fois, alors qu'il était alcoolisé, en essayant de le noyer dans la baignoire. Elle n'a pas réussi à aller jusqu'au bout, et elle se servira finalement de Damien Rolland comme de l'arme qui va lui permettre d'atteindre son compagnon et de le tuer. Il est influençable, donc on le sent, donc il est pris dans le piège en fait. Il y en a combien, je dis, d'hommes qui sont tombés dans des pièges pareils. Donc nous sommes tous vulnérables. Damien m'a dit, finalement, maman, je ne sais pas si c'est vrai, si elle m'a manipulée ou si elle m'aime vraiment. Maintenant, il se pose la question. Qu'avec le temps, à force de réfléchir, il se pose la question. Il ne sait pas, il ne sait plus. Moi, Mélanie, je la crois et après, il y a des zones de trouble qui n'ont pas été élucidées. Il aurait fallu prouver tout ça. Mais ça, c'est trop tard, je pense. Moi, je crois ma fille. Ma fille n'a pas pu commanditer ce qu'on lui dit. Même si Damien le dit, je n'y crois pas. C'est pas possible. 3 heures de délibéré, c'est long. Verdict, Florian Potrel est condamné à 3 ans de prison pour non-dénonciation de crime. Mais pour Mélanie et Damien, la peine est évidemment beaucoup plus lourde, 20 ans de réclusion criminelle chacun. Les jurés ont jugé qu'ils avaient ensemble, en quelque sorte, condamné et exécuté Arnaud. Et il demande 20 ans. Donc là, c'est chaud quand même, ça fout les boules parce que je me dis, ouais, mon pote, il a mon âge, il prend 20 ans, il n'est pas prêt de sortir, quoi. Ce qui m'a fait le plus de mal, c'est de voir qu'il aurait pu avoir une vie bien, que tout était bien parti pour lui, qu'il se débrouillait bien, que pour moi, je me disais que lui, il n'y aurait aucun souci. Il voulait une femme, des enfants. Même d'ailleurs, il m'a dit que même quand il va ressortir, il ne sera pas encore trop vieux pour faire une famille. C'est son idée, avoir une famille. Et je me suis dit, mais quel gâchis s'il nous en avait parlé. Tout ce drame-là, c'est vrai que ça a été un peu du gâchis pour rien, puis surtout pour une fille, quoi. C'est surtout ça. Et quand le verdict tombe, moi je suis effondré, quoi. Je ne suis pas effondré, je suis complètement... je suis haineux, j'ai la haine. J'ai la haine contre la justice française, j'ai la haine contre les jurés, j'ai la haine contre le président. Parce que c'est pas normal. Quelqu'un, une jeune femme, il y a bien des gens qui ont menti ou qui mentent. 20 ans, c'est la prison pour quelqu'un qui a participé, qui a au moins une preuve matérielle. Si Mélanie avait été coupable avec des faits, gestes, des faits réels, sans que ce soit sur des on-dit, aujourd'hui, Mélanie aurait pris 20 ans de prison, je l'aurais accepté.
Je l'aurais franchement accepté. J'ai dit, c'est pas possible, va-t'en, les enfants, qu'est-ce que je vais leur dire Et j'ai dit, est-ce que moi je vais encore être là? Non, va-t'en. Va-t'en, c'est quelque chose d'énorme. Surtout pour un mensonge. Avec cette condamnation-là, oui. On dit à des enfants, votre maman est responsable. C'est dur à faire comprendre à des enfants. Pour moi, le jugement a été bâclé. Il y a des zones d'ombre et les enfants qui sont en train de grandir ne sauront jamais la stricte vérité. Et je pense que c'est un droit qu'ils ont de savoir pour eux se construire aussi. Parce que pour l'instant, ce qu'on est en train de faire, c'est de leur dire que c'est leur maman qui a fait assassiner le papa. Les enfants sont encore petits là, mais le jour qu'ils vont avoir l'âge de comprendre, est-ce qu'ils pardonneront à leur mère? Je leur mentirai pas, hein. Je leur dirai exactement, on a tous les dossiers qu'on a eus, tout est rangé. La presse, même la presse à scandale, hein, je leur ferai voir, parce que bon, s'ils le trouvent sur Internet ou autre chose, ils chercheront un jour, hein, ça c'est clair. Donc ça sert à rien de leur mentir, ça sert à rien du tout. Ça va être dur de leur dire, bah, écoutez, vous allez voir maman, mais vous avez le droit qu'à 40 minutes. 40 minutes par semaine, voir votre maman. Il faut leur faire comprendre ça. Lorsque l'on va voir leur mère, les questions, pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu as fait, où tu habites, est-ce qu'on peut aller voir ta chambre, est-ce qu'on peut aller faire un câlin. Donc forcément, c'est des questions un peu difficiles à répondre. Mélanie lui a fait voir le bâtiment où elle se trouvait et elle lui a dit non, on n'a pas le droit d'y aller parce que les enfants n'ont pas le droit d'y rentrer. Mais on va bientôt se voir, on se fera des gros câlins, et puis bon, ça passe comme ça. On va les élever, et on va réussir à les emmener à un bout de chemin. À Mélanie, aujourd'hui, je lui ai dit, tu reprendras tes enfants en main, clé en main. Voilà, j'ai fait mon travail, on t'aime tous autant. Mes parents, depuis tout ça, on va pas dire ils ont tout perdu, mais presque. Ils survivent, maintenant. Ils ont une priorité, c'est d'élever leurs 3 petits-enfants. Ce qui me fait le plus mal, c'est l'absence de Mélanie, forcément, puisqu'il ne reste plus qu'elle. Mais et puis l'absence d'Arnaud, quand même, parce que j'aurais bien aimé le voir sourire comme il l'a fait, comme il y a certaines photos, voir sa fille grandir, et surtout le petit. Parce que je vous jure que celui-là, ce sera un numéro 1. C'est le petit qui pousse tout le monde aujourd'hui. Tout le monde le dit, donc c'est pas que pour moi, c'est pas moi qui le dis, c'est tous les gens qui le connaissent disent Steven, c'est quelque chose. Hein. Il est né du malheur, puisqu'apparemment il est né du malheur. Mais je crois que lui, il a une étoile, elle fait 50 tonnes. Et c'est lui qui sauvera, c'est lui qui ramènera la paix dans tout ça. Ça, j'en suis certain. J'en suis certain. Il va donc falloir que le temps passe longtemps dans leurs cellules pour apaiser les douleurs qui vrillaient et les jours et les nuits de Damien et de Mélanie. Lui, quoique lui ait juré, rongé par le doute d'avoir été manipulé, donc trahi par la femme qu'il aimait éperdument, elle est poursuivie par l'image d'une tueuse rusée et dissimulatrice. Quand je lui ai tendu la main pour l'entendre, Mélanie m'a répondu ceci. Tous les jours, je dois vivre avec des questions, avec des remords. Je ne suis pas la personne qu'on a décrite. On m'a mis l'étiquette de la manipulatrice. Je ne l'accepte pas, je l'accepterai jamais. J'étais perdue, j'ai eu peur, j'avais honte et j'étais amoureuse. Mais je sais que malgré tout ce que je dirai, on ne me croira pas. D'ailleurs, on ne m'a jamais cru. C'est peut-être cela, ce refus de l'écouter, qui est la vraie punition de Mélanie. Mais l'a-t-elle vraiment mérité ?